Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a une catégorie de personnes comme ça qui deviennent de plus en plus riches, qui créent de plus en plus de la valeur, qui prospèrent et qui prospèrent de génération en génération, et qui est une autre catégorie de personnes comme ça qui galèrent, bien qu'elles travaillent, mais ont des fins de mois difficiles, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, sont, c'est-à-dire voilà, dans une crise, c'est-à-dire que financière qui n'en finit pas, qui ne font que s'enfoncer. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Donc c'est ce que je vais développer ici avec toi. Moi, je pars du principe que l'argent, il y en a. Il y a beaucoup d'argent là-dehors. Quand on fait les statistiques, on dit d'ici 2050, on sera, c'est-à-dire que 9 milliards. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards. Donc pour moi, 9 milliards de population, c'est de l'argent. Il faut considérer ici que la population, c'est-à-dire que c'est l'argent. Autour de toi, les gens que tu vois, c'est-à-dire que c'est de l'argent en puissance. Donc ce qui fait que ceux qui ont compris, ceux qui ont cette notion d'éducation financière, les riches ont compris que tant qu'il y aura de la population, c'est des personnes qui sont appelées à consommer. Et que le fait de gagner de l'argent, c'est d'apporter un service ou un produit en échange de l'argent. Donc c'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Donc maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu gagnes cet argent? C'est tout simplement, t'as dit quoi? D'avoir une compétence. D'avoir une compétence, d'avoir un don. Donc, plusieurs d'entre nous passons comme ça à côté du don que la nature nous a donné. On est là, t'as dit qu'à suivre de façon, t'as dit comme moutonnière, on est dans un suivisme, comme j'ai coutume à dire. Parce qu'on a vu un X faire telle chose, tu vas aller aussi copier. Des fois, t'as dit qu'on va copier sans compétence. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, je dis qu'il y a de l'argent un peu partout, mais c'est toi qui ne sais pas saisir les opportunités. Ça se trouve, tu as déjà l'opportunité en toi, tu as un don qui est en toi, dont beaucoup t'as dit qu'on a besoin. Ça peut être les tresses, ça peut être les travaux manuels, ça peut être ici, c'est-à-dire que ta matière grise, que tu mets au service des gens de façon déjà naturelle. Parce qu'il faut comprendre ici que c'est ta compétence qui va faire en sorte que tu gagnes de l'argent. Et autre chose aussi, que les riches ont compris, ce n'est pas seulement avec une seule source de revenus que tu vas gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, sur le plan académique, tu as obtenu des diplômes, tu as des fonctions aujourd'hui, je ne sais pas moi, de comptable, de secrétaire, d'informaticien, de menuisier, de chaudronnier, de médecin, d'ingénieur, c'est-à-dire que voilà, en X ou Y, il faut comprendre que ce n'est pas avec ton seul salaire, avec la seule source de revenus, avec la seule compétence que tu vas gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faudrait avoir plusieurs sources de revenus. Donc il va falloir que sur le plan, je vais dire, des compétences, que tu saches, que tu sois flexible, que tu saches te diversifier. Donc tu vois que c'est ça qui fait le blocus là aujourd'hui. C'est ça qui fait en sorte que tu ne saches pas, c'est-à-dire que saisir les opportunités. Les opportunités, il y en a. En immobilier, dans les transports, en agriculture, en élevage. C'est énormément d'opportunités à saisir. Donc maintenant aussi, là où le bas blesse, c'est que la plupart des personnes vont se lancer sans compétences. Donc tu vois que quand tu parles de compétences, ça demande que tu te formes. Ça demande que tu t'entoures, que tu aies fait des personnes qui ont l'expertise, la connaissance, pour te former. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les moyens que ça prendra, il va falloir que tu payes le prix de cette connaissance-là. Parce que ce n'est que comme ça que tu peux diversifier tes compétences. Parce qu'aujourd'hui, avec une seule compétence, ça ne suffit pas. Tu peux être aujourd'hui médecin, aller faire l'agriculture. Tu peux être aujourd'hui ingénieur, peu importe la spécialité, aller faire l'agriculture et l'élevage.
Parce que si tu décèles que c'est l'agriculture qui est l'opportunité, parce qu'en ce moment, en Afrique, c'est l'agriculture qui est le levier comme ça qui puisse rendre que plusieurs personnes que riches, qui puissent déjà nous apporter notre autosuffisance sur le plan alimentaire, qui puissent aussi, c'est-à-dire que sur le plan de la transformation, embaucher plus de personnes, créer de plus de devises. C'est l'agriculture, tu vas aller te lancer dans le domaine agricole. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a dit agriculture que tu vas aller, c'est-à-dire que tête baissée, te jeter là-dedans. C'est ce que malheureusement, que la plupart d'entre vous faites. Quand on va dire agriculture et élevage, les gens vont partir sans formation en se disant que ah non, c'est un domaine qui ne nécessite même pas de la connaissance. Parce qu'on voit les grands-parents, c'est-à-dire que voilà, aller s'aimer, aller machin. Mais les grands-parents vont s'aimer avec une certaine compétence. Ça fait plusieurs années qu'ils pratiquent. Ça fait, c'est-à-dire qu'ils ont la notion même, c'est-à-dire que sur le plan agronomique, comment s'aimer, comment planter. Ils ont, c'est-à-dire que les notions calendaires, c'est-à-dire que sur le plan météorologique, ils ne vont pas s'aimer n'importe comment et n'importe quand. Ils savent quand, voilà, ils ont que cette force-là d'aller à chaque fois sacler, à chaque fois amender. Ils savent, voilà, ils ont le circuit voilà, d'écoulement. Toi, tu ne vas pas aller, parce qu'on a dit agriculture, tu te lèves, tu vas te lancer comme ça, sans formation. Maintenant aussi, il faudrait que là-dessus, tu aies certaines compétences, que tu sois informé. Dans ton pays, en Afrique, quand on dit agriculture, je préfère te dire tout de suite que c'est un secteur qui est régalien. L'agriculture, c'est-à-dire que c'est tout pays qui se respecte se doit d'être souverain. C'est les États qui garantissent la souveraineté alimentaire dans le pays. C'est le gouvernement qui garantit la souveraineté alimentaire dans son pays. Parce qu'on sait qu'on a besoin de manger pour pouvoir vivre. Et un peuple, si une population qui a faim, c'est une population qui est à fleur de peau. C'est une population qui peut à tout moment se soulever. Donc c'est pour ça que nos États se doivent de développer la science en créant des écoles technologiques, des écoles scientifiques, développer la recherche sur le plan des semences, développer la recherche sur le plan biologique, même pour nous, les animaux, les races locales. Parce que tout État qui se respecte se doit d'avoir la souveraineté sur ce plan-là. Parce que si tu n'es pas souverain sur le plan alimentaire et que c'est un autre pays ou un autre continent qui te nourrit, tu vois que tu es en état de faiblesse. À tout moment, tu es manipulable. Or, l'État doit être souverain que sur le plan énergétique. Tu ne peux pas aller faire l'agriculture si tu n'es pas autonome. Et il y a encore les modèles industriels. Si tu n'es pas autonome sur le plan énergétique, si tu n'es pas autonome sur le plan de la semence, tu te dois de faire la recherche, détenir tes semences. Autonome sur le plan avec des infrastructures, avoir des routes. L'État doit réguler. On se doit d'avoir nos banques, les banques commerciales, les banques d'affaires. L'État se doit d'accompagner les producteurs, les agriculteurs. L'État se doit de mettre des moyens pour pouvoir accompagner les agriculteurs. Parce qu'il faut comprendre qu'aller entreprendre, c'est prendre le risque. Et les risques sont de tout ordre ici. C'est des risques d'ordre météorologique. Ça peut être les vents violents. Ça peut être la sécheresse. Tu vas produire de façon industrielle et que la sécheresse vienne tout détruire. Ça peut être d'ordre biologique, que c'est les fongiques, les champignons qui viennent tout détruire. Ça peut être que c'est les insectes, invasion d'insectes, qui viennent tout détruire ta production. Ça peut être le fait aussi, même des erreurs humaines, les départs de feu, la sécheresse, les feux, qui viennent calciner tout ça. Donc si tu es allé faire un investissement à hauteur de, je ne sais pas moi, 20 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions, et que tout ça part en fumée, et que derrière, tu n'as pas le soutien de l'État, c'est tout un problème. Tu vois, je te dis ça pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup vont se lancer dans le domaine agricole comme ça, et ne prennent pas ça en compte. Dès qu'ils ont un coup dur, reviennent, disent que non, l'agriculture, que ça ne sert à rien d'aller faire l'agriculture. L'agriculture n'est pas rentable en Afrique, l'élevage n'est pas rentable en Afrique. C'est de comprendre que lorsqu'on va entreprendre, lorsqu'on va investir, c'est prendre le risque. Et qu'il n'y a pas de risque zéro. Et maintenant, ce sont nos États qui doivent nous garantir ça. Ici, en Occident, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont fait une révolution sur le plan agricole.
Donc c'est l'État même qui doit embraser les terres. L'État doit cartographier les terres agricoles. Quand on dit embraser, terrasser, c'est-à-dire que les sols. Aplatir les sols. Parce que ça a un coût énorme. Faire l'étude des sols. Pouvoir, c'est-à-dire que créer des normes, c'est l'État qui régule tout ça. Créer les normes. Pouvoir, c'est-à-dire que permettre à ce qu'on ait produit de façon saine. Donc tu vois, et ça, tout ce que je cite là, c'est des compétences que tu dois avoir. L'État doit faire des normes sur le plan environnemental, sur le plan des écosystèmes. Écosystème ici, c'est des espèces d'oiseaux, des espèces d'animaux, des espèces d'insectes, des espèces aquatiques qu'on doit respecter. Ça doit réguler tel que sur l'utilisation des produits de synthèse, donc des produits chimiques, pour le respect de la qualité des eaux. C'est l'État qui doit réguler, apporter des normes sur le respect, comme j'ai dit, du sol. Éviter qu'on aille produire à outrance les produits chimiques afin de pouvoir détruire la nappe phréatique, parce que les différents cours d'eau que nous buvons les différents cours d'eau. Et si on utilise massivement les produits chimiques, ça va aller empiéter, aller polluer nos cours d'eau et détruire que la faune et la fleur. Donc tu vois, c'est l'État qui régule tout ça. Mais maintenant, nous sommes dans des pays où nous n'avons pas fait la révolution agricole. Parce qu'ici en Europe, en Occident, où ils ont fait la révolution agricole, ils ont même fait la révolution industrielle. Nous n'avons pas fait tout ça. Donc si toi tu n'es pas stratège, quand on dit agriculture, oui, l'agriculture est rentable. Mais comment tu fais donc pour saisir les opportunités? Est-ce que tu vas aller faire l'agriculture industrielle, alors que je viens de te dire ici que nous n'avons pas encore fait notre révolution, c'est-à-dire que sur le plan agricole, on n'a même pas encore fait la révolution, c'est-à-dire que industrielle, parce que tout État qui se respecte aussi se doit d'être souverain sur le plan énergétique. Tu ne peux pas aller faire une agriculture industrielle si tu n'es pas, c'est-à-dire que si ton pays n'est pas souverain sur le plan énergétique. Tu ne peux pas aller faire une agriculture industrielle si tu n'as pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des infrastructures, s'il n'y a pas de bonnes routes. Donc on a aussi cet amalgame où on se dit, pour pouvoir, c'est-à-dire que nourrir la population, il faudrait qu'on ait fait l'agriculture industrielle. Donc tu vois, si tu n'es pas informé là-dessus, tu vas aller te lancer dans un champ. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller faire les céréales, aller faire un champ de maïs, de soja, même de blé, de 20 hectares. Ce n'est pas rentable. De 20 hectares où derrière tu n'as pas l'appui de ton gouvernement, où derrière il va te faire la mécanisation, où derrière tu n'as même pas les bonnes routes. Certains vont trouver, c'est-à-dire que des terres agricoles à plus de 60, à plus de 70 km, où il faut traverser même 2 cours d'eau. Comment tu fais? Il faut traverser 2 cours d'eau. Pour traverser ces cours d'eau-là, il faut construire des ponts. Il faut des fois traverser, c'est-à-dire avec des bateaux. Il faut que des bâches, c'est des bâches. Tu imagines donc le jour où, c'est-à-dire que tu n'as pas, c'est-à-dire à disposition pour des raisons techniques, ce bateau qui doit te permettre de traverser, c'est-à-dire que d'une rive à l'autre, est en panne. Mais c'est toi qui ne travailles pas. Si tu dois traverser 3 cours d'eau pour pouvoir arriver, c'est-à-dire que sur ton terrain, comment toi tu fais? Tu n'as pas les moyens présentement pour pouvoir le faire. Donc c'est l'État qui devait accompagner là-dessus. Donc quand tu comprends dans cette philosophie-là, tu ne vas pas entreprendre dans le domaine agricole n'importe comment. Et lorsque tu vas aller faire dans le domaine agricole, il faut comprendre ici que c'est, comme on a dit, c'est un secteur qui est régalien, où c'est l'État qui devait réguler. Mais on se doit aussi de comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un monde aujourd'hui dit capitaliste, où beaucoup d'États sont en défaillance. Même ici en Occident, un pays comme la France est en perte de souveraineté sur le plan alimentaire. Mais un pays comme la France est en perte de souveraineté sur le plan alimentaire parce qu'aujourd'hui, ils ont perdu la main. C'est des grands groupes agro-industriels aujourd'hui qui contrôlent l'alimentation. C'est des grandes firmes de production de semences, je le dis à chaque fois, de production de semences qui contrôlent notre alimentation. Donc si tu n'es pas assez, c'est-à-dire que wise, tu vas te retrouver en train d'aller travailler, mais pour un autre système en fait.
l'agriculture industrielle travaille tel que sur les grandes superficies, ce n'est pas synonyme de gagner de l'argent. D'où maintenant, aller, c'est-à-dire que faire l'étude de terrain, savoir que nos produits de terroir, quand tu es bien informé, bien renseigné, nos produits du terroir sont plus rentables. J'ai dit 10 000 fois plus rentables qu'aller produire les cultures, c'est-à-dire que voilà, dites occidentales. Je te prends l'exemple type avec le poivre. Si c'est l'argent que tu veux gagner, 1 hectare de poivrier est plus rentable que 100 hectares de céréales. Je peux répéter, 1 hectare de poivrier est plus rentable que 100 hectares de céréales. Maintenant, l'avantage avec le poivre, c'est quoi? C'est que c'est un produit du terroir. On a l'expertise dessus. C'est sur une petite superficie que tu peux avoir. Et que là, maintenant, qu'est-ce qui va te bloquer? C'est la compétence, comme j'ai dit. C'est une vision sur le long terme, parce que le poivre entre en production au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Et une fois c'est entré en production, ça peut rester comme ça 80 ans. C'est pour ça que j'insiste ici qu'on se doit plutôt de capter la compétence. Tu as des cultures comme la vanille. La vanille, c'est la deuxième culture la plus rentable au monde. Le kilo, c'est-à-dire aussi entre 600 et 1000 euros. Tu imagines juste un seul hectare. Si c'est l'argent que tu veux gagner, hein. C'est des cultures comme le manioc. Je vous dis ici que le manioc, parce que ça te demande d'avoir la science aussi. Comprendre que le manioc à l'hectare, produit à l'hectare, c'est minimum 30 tonnes, voire 40 tonnes. On peut même avoir 50 tonnes. Mais maintenant, tout dépend de ce que tu veux faire avec le manioc. Tu vois donc maintenant, si tu veux aller faire le manioc de transformation, si tu veux avoir plutôt l'amidon, si tu veux avoir la liqueur de manioc, si tu veux plutôt aller faire le tapioca, si tu veux aller plutôt faire les dérivés, tu vois qu'il y a différents types de manioc. Il y a le manioc de consommation et le manioc industriel. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on se retrouve en train peut-être d'être en pénurie sur le plan alimentaire, c'est encore le profit. Parce que si c'est l'amidon qui rapporte plus, si c'est la liqueur de manioc qui rapporte plus, si c'est aller faire de la colle qui rapporte plus, qu'est-ce que les industriels vont faire? Les industriels vont aller plutôt préférer aller faire un manioc qui a un fort taux de rendement en amidon, au détriment du manioc de consommation. Il faut comprendre dans quel monde on fonctionne. Toi qui vas aller faire l'amidon, pour toi c'est une opportunité. Mais derrière, c'est un manque à gagner sur le plan alimentaire. C'est la même chose avec les céréales. Les céréales aujourd'hui sont faites uniquement pour nourrir les animaux. Ici en Occident, ils font ça pour nourrir les animaux. Et ici en Occident, l'agriculture industrielle ne profite qu'aux grands groupes agro-industriels de la transformation, de la distribution et aux fonds de pension, aux actionnaires. Aller faire de l'agriculture industrielle aujourd'hui, ici en Occident, les personnes seules, les familles, on est en train d'écarter les personnes seules. Si aujourd'hui en Occident, si tu n'es pas dans plus en plus de grosses superficies, tu disparais. C'est ça le slogan. Agrandis-toi, sinon disparaît. Mais qui dit s'agrandir, dit contracter des crédits. Ici en Occident, les agriculteurs et les éleveurs ne commencent pas avec des crédits de moins d'1 million d'euros. Moins d'1 million d'euros. Qui c'est qui va te donner 1 million d'euros chez nous, en Afrique? J'ai dit en Afrique, nous ne sommes pas accompagnés. Ils sont endettés sur plus de 30 ans. Et ils ne s'en sortent pas. Je parle de ceux qui produisent des céréales et les éleveurs. D'où maintenant la raison pour nous de nous informer. Quand tu es informé, toi qui es ici en Occident, toi qui es de la diaspora, tu ne vois pas ces actualités-là. Tu ne vois pas les agriculteurs occidentaux, les éleveurs gréver. Tu ne les vois pas en train de se plaindre parce qu'ils ne s'en sortent pas. Parce qu'il y a aussi cette compétition. On nous parle de libre-échange aujourd'hui. Mais une libre-échange qui ne les profite pas. Parce qu'on est venu les bombarder des normes. Les normes qui pèsent sur eux. Ou à côté aussi d'autres pays, eux, ils ne respectent pas les normes. Ils produisent à outrance avec des produits toxiques. Et comme ici en Europe, on est en train de les restreindre, c'est-à-dire que sur le plan des normes, la production, c'est-à-dire qu'elle est moindre, et
Les pays, pour pouvoir consommer, font quoi? Vont aller importer, c'est-à-dire quoi là où les coûts de production sont moindres, là où il n'y a pas de restriction sur le plan, c'est-à-dire quoi, des normes. Et c'est comme ça qu'ils viennent faire donc la concurrence déloyale. Et c'est ce qui fait que les acteurs occidentaux ici, les éleveurs occidentaux ne s'en sortent pas. Il faut donc comprendre ça. C'est aussi les dégâts sur le plan environnemental, sur le plan écologique. Tu vois les inondations que nous avons, tu vois les vents violents que nous avons, tu vois les pluies que nous avons, tu vois les départs de feu, tu vois la sécheresse qui est en train de se faire en Afrique. Donc c'est de penser ton habitude autrement. Et penser l'habitude autrement, c'est d'aller imiter la nature, comme je coutume à te dire, d'aller faire la permaculture, d'aller faire l'agroécologie, d'aller faire une agriculture de conservation qui respecte le sol, d'aller faire une agriculture où tu laboures moins, tu perturbes moins le sol, d'aller faire une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte le bien-être du consommateur, qui respecte le bien-être même de toi, le producteur, et qui te rapporte de l'argent. C'est pour ça que tu entendras beaucoup parler aujourd'hui d'une agriculture agroécologique, d'une agriculture éco-responsable. C'est là où tu entendras parler d'écotourisme, tu entendras parler d'éco-habitat, parce qu'aujourd'hui, on sait que le réchauffement climatique est dû à la façon dont nous construisons aussi nos maisons. Tu entendras parler aujourd'hui d'une agriculture de proximité. Donc on évite aujourd'hui de produire à des milliers de kilomètres ou d'aller vendre à des milliers de kilomètres. Tu entendras parler aujourd'hui, tu as aujourd'hui des végétariennes, tu as des végans, donc, tu dois t'adapter dans tout ça. Et tout ce que je cite là, c'est des opportunités que tu dois te saisir. Tu dois être flexible, tu dois te former, tu dois t'éduquer afin de t'adapter. Parce qu'il faut comprendre que les choses ne sont pas figées, les personnes et les consommations, c'est-à-dire que évoluent. Même la façon de construire nos habitats, c'est-à-dire que ça évolue, notre environnement évolue, et on se doit de s'adapter par rapport à cela. Et un bon entrepreneur, une personne qui veut gagner de l'argent, se doit donc de s'adapter. Tu vois, tu dois avoir plusieurs casquettes. Tu vois, le tout n'est pas de produire. Maintenant, c'est de vendre aussi. C'est de savoir communiquer. La communication. C'est le marketing. C'est le branding. C'est le storytelling que tu mets derrière. C'est de pouvoir, une fois on a fait tout ça, avoir nos normes à nous, avoir des labels. Savoir, c'est-à-dire que labelliser nos sols. En IGP, Indication géographique protégée, en AOC, Appellation d'origine contrôlée. C'est des labels en fait. Et plus on mettra des labels, plus c'est-à-dire que nos produits prendront de la valeur. Et comprendre aujourd'hui que le consommateur, c'est-à-dire qu'il est aguerri, le consommateur, c'est-à-dire qu'il veut manger une production saine, parce qu'on sait qu'on mange pour vivre, et que l'aliment, c'est notre médicament. Que l'aliment, c'est notre médicament. Et on sait aujourd'hui, avec le recul, que les repas, c'est-à-dire industriels, hyper raffinés, ne nous font que manger du sucre raffiné, ou derrière, ça donne de la mauvaise graisse. Et comme nous sommes sédentaires, c'est cette mauvaise graisse qui entraîne les maladies aujourd'hui chroniques, obésité, hypertension, les AVC, les crises cardiaques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si derrière ça, on va produire de façon saine, on vend des aliments sains. Vendre un aliment sain, c'est un médicament. Et il faut savoir que les aliments sont des alicaments. Avant tout, c'est des aliments et c'est des médicaments en même temps. Donc lorsque c'est produit sain, c'est préserver sa santé. Et les personnes sont prêtes aujourd'hui à mettre de l'argent. Donc tu vois que, au lieu d'aller faire une agriculture industrielle, tu vas te demander beaucoup d'argent. Au lieu de se dire que non, Thierry, je n'ai pas de l'argent. Oui, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Ça fait fonctionner un système. Ça fait fonctionner l'industrie de la semence. Parce qu'à chaque fois, il faut venir acheter la semence. Ça fait fonctionner l'industrie de la mécanisation. Et un tracteur, c'est dans les 40, 50 millions. Pour les moins chers. Il te faut la moissonneuse-batteuse. Il te faut le pétrole. Le pétrole sur lequel nous ne sommes pas autonomes. J'ai dit, chaque État qui se respecte, c'est doit être souverain sur le plan énergétique. Nous ne sommes pas souverains sur le plan du pétrole. Comment tu peux aller produire de façon industrielle? Nous ne sommes pas autonomes sur le plan des engrais. Comment tu peux te lancer sur le plan? Donc, tu vois, ça demande de la stratégie. Et on sait qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est ça qui cause des dégâts. Parce qu'aller faire le pétrole, forer le pétrole, c'est des catastrophes, c'est-à-dire écologiques terribles. Et le pétrole, aujourd'hui, c'est une denrée qui est périssable. Hein. Le pétrole, ce n'est pas éternel.
Le pétrole n'est pas éternel. Donc, d'où la nécessité de se réinventer, de commencer à faire plutôt avec la nature, comme la nature. La nature n'a pas besoin que des engrais de synthèse. La nature, c'est-à-dire qu'on fonctionne. La nature fonctionne déjà de façon naturelle, et sur la tautologie, sans apport de synthèse. La seule chose qu'on se doit de produire massivement sur nos parcelles agricoles, c'est le carbone. Et le carbone, c'est quoi? C'est les feuilles des arbres, c'est les branches des arbres, c'est les racines, c'est les écorces, c'est la végétation qu'on laisse, c'est les engrais organiques, dont les effluents tels que de nos animaux qu'on vient déverser, et ça fonctionne comme ça en circuit fermé. Mais ça, si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai cette connaissance-là. Combien ont cette connaissance? On va juste aller dire que bon, je vais aller faire la culture du piment. Lorsque tu vas mettre le piment, boum, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Ah, je vais aller faire le maïs. Tu vas aller faire le maïs sur 3 hectares, 4 hectares, ça ne donne rien. Parce que le maïs, pour pouvoir, c'est-à-dire que pouvoir dire que tu fais le maïs, ce n'est pas moins de 50 ou 100 hectares. Et tu vas ici, où ils sont à plus de 1000, 2000, 3000, 5000 hectares. Comment tu pourras être compétitif? Ils sont ici à 10 000 hectares de soja, 10 000 hectares de maïs, 10 000 hectares de blé. Toi, tu vas faire 2 hectares de maïs. Tu vas faire 3 hectares de soja. Comment tu pourras être compétitif? Alors qu'aujourd'hui, on dit qu'on est dans un monde de libre-échange. Ils ont, c'est-à-dire que le droit de ramener tout ce qu'ils produisent chez eux en Occident, en Afrique. Mais nous, quand tu fais 2 hectares de maïs, pourras-tu venir compétir avec celui qui fait 1000 hectares ou 10 000 hectares de maïs? Et comment tu calcules dans ton coût de production? Parce que moi, c'est là où je pose la question. Quand tu as acheté des tracteurs, tu t'es endetté à plus de 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Comment tu calcules ton coût de production? Donc tu vois qu'eux ici font l'agriculture sur 3, 4, 5, 6 générations. Les arrière-parents se sont endettés sur 30 ans. C'est les enfants qui viennent prendre pour pouvoir amortir le coût. Certains enfants ici refusent même de prendre la succession parce que les parents sont tellement endettés qu'eux, ils ne s'en sortent pas. Alors que nous avons les cultures de chez nous, du terroir, où lorsque tu vas faire le poivre, le ndjansan, le butakola, le palmier à huile, le manioc, le macabo, l'igname, c'est des cultures comme ça, hautement rentables, qui bénéficient à l'économie endogène. Parce qu'il faut comprendre que si on veut se développer, si on veut s'enrichir, on se doit de créer des richesses endogènes, des richesses qui profitent à l'économie, à notre économie propre. Et comprendre que nous sommes dans un monde de rapport de force, on ne peut pas s'enrichir, ou on ne peut pas se développer tant qu'on dépend de l'économie extérieure, tant qu'on dépend des autres. Parce qu'à tout moment, par la loi du rapport de force, ce qui est normal, hein, ils vont toujours nous bloquer, ils vont toujours nous empêcher. Puisque si nous ne produisons pas les semences, toi tu vas aller lever la tête pour dire que je veux mon autonomie. La personne te dit que je ne te donne plus mes semences, tu fais quoi? Toi tu ne produis pas la mécanisation, tu veux lever la tête et dire je ne te donne pas ma mécanisation, et non pas mes tracteurs, je ne donne pas mes moissonneurs batteurs, je ne donne pas mon équipement, tu fais quoi? Donc on se doit au jour d'aujourd'hui comprendre que si on va se développer, on doit se développer par nos forces. Ça va demander qu'on se mette au travail. Ça va demander qu'on paye le prix. Qu'on paye le prix de commencer à travailler déjà, même à la main. Et comprendre que même travailler à la main, je te dis que c'est... Il y a des bienfaits là-dessus. Hein. C'est le sport qu'on fait quand on sait aujourd'hui que nous sommes même des personnes sédentaires. Parce que être même sur ton tracteur pendant des heures, sur le plan métabolisme, sur le plan de ta santé, tu te détruis. Tout comme aujourd'hui, le modernisme nous ramène à être de plus en plus paresseux. De plus en plus, on ne fait pas d'efforts. C'est ça qui crée ces maladies-là. Il y a des personnes, on passe comme ça, des fois 12 heures assis. Mais 12 heures assis, ton corps n'est pas fait pour ça. Ton corps n'est pas habitué à ça. N'oublie pas que dans ton ADN, tu as l'ADN de tes ancêtres, c'était des chasseurs-cueilleurs. C'est des personnes qui bougeaient. Le corps n'a pas changé depuis des milliers d'années. Donc quand tu es assis, tu penses que c'est le modernisme. Ah non, avec le tracteur, ça va plus vite, on est facile. Non, avec le tracteur, ça vient aussi. Ce que tu gagnes là en temps, mais tu détruis ta santé. Parce que celui qui travaille là où il y a un exercice, c'est bénéfique. La personne transpire, la personne peut aller à pied, la personne travaille sur des petites superficies. La personne, t'a dit que voilà, a le contrôle. Il y a dit que la sociabilité, même quand on travaille de façon collective. Regarde ici en Occident, où ils sont seuls sur 1000 hectares. Il est seul sur son tracteur. Sur le plan social, il ne voit personne. Est-ce que vous connaissez la vie des agriculteurs ici?
C'est des personnes qui sont solitaires. Ont du mal même comme ça à faire la vie de famille. Parce que qui va venir épouser un homme qui est là seul? Un homme qui passe tout son temps sur le tracteur. Donc même sur le plan social, c'est des personnes qui ne s'en sortent pas. Le stress, beaucoup de choses. Donc tout ça, tu vois, si je te parle de ça, c'est comme ça que, en pensant, tu peux aller saisir l'opportunité. Tu vois que je viens de te brosser, c'est-à-dire énormément de choses. C'est comme ça que tu fais pour pouvoir aller dénicher l'opportunité. Malheureusement, ce n'est pas ce que plusieurs personnes font. Plusieurs, c'est-à-dire que voilà, dès qu'on leur dit telle opportunité est rentable, boum, on va seulement se lancer dedans, sans brosser les contours, sans analyser, sans prendre d'informations, sans aller vers les personnes qui exercent, sans prendre les risques, parce que dans chaque business, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais notre communauté n'aime que voir l'avantage et ne veut pas voir l'inconvénient. Non, dans toute chose, il y a des risques. À toi maintenant d'analyser les risques et de pouvoir baliser les risques. Analyser les risques et baliser, c'est de se former, de s'informer, de se former, d'acquérir la compétence. D'acquérir la compétence. Donc voilà ce que je voulais partager concernant les opportunités qu'il y en a. Il y a énormément d'opportunités partout où nous sommes. Que tu as en Australie, il y a des opportunités. En Afrique encore, oui, il y a des opportunités. Mais c'est à toi de savoir, c'est-à-dire que les saisir. C'est à toi déjà de pouvoir déceler, c'est-à-dire que l'opportunité. Déjà savoir que tu as déjà l'opportunité en toi. Il y a des choses que tu sais faire, que d'autres ne savent pas faire. Développe ces compétences. Si ça nécessite d'approfondir, approfondis, peut-être en achetant des livres, approfondis. Ou peut-être en suivant une formation, suis la formation. Ou peut-être en allant vers tes pairs, approfondis encore plus. Approfondis ce domaine-là. Et maintenant, c'est le marché, c'est le monde. Les personnes que tu vois autour de toi, là, c'est de l'argent, c'est l'argent. Maintenant, si c'est une compétence, un don que tu n'as pas en toi, ben, va te former. Va te former. Diversifie-toi. Diversifie-toi parce qu'aujourd'hui, gagner de l'argent, ça demande d'acquérir plusieurs compétences. Gagner de l'argent, ça demande d'avoir plusieurs sources de revenus. Devenir riche ici, c'est de créer de la valeur. Créer de la valeur aux autres. Donc les personnes que tu vois là, c'est l'argent. C'est l'argent en fait. C'est comme ça. Donc, voilà ce que je voulais partager chez Agripreneur Visionnaire. J'espère que ça t'a plu. J'espère que maintenant tu sais qu'autour de toi, en toi-même, en toi-même, il y a des opportunités que toi-même tu négliges et que autour de toi, c'est des opportunités en puissance. Forme-toi, sors de ta zone de confort, hein, sors de ta zone de confort, sois flexible et c'est le monde, quoi. C'est le monde. Donc, je t'attends dans les commentaires et donne-moi ton avis par rapport à tout ça et dis-moi c'est quoi tes blocus. Une fois que je t'ai dit ça, je pense que tu ne devrais plus avoir de blocus. Tu devrais plutôt maintenant te libérer et te lâcher parce que comprendre aussi que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des échecs, l'échec veut tout simplement te dire que tu n'as pas compris tes leçons en fait, que tu es encore à apprendre, que tu es encore te former, que tu es encore à aller t'entourer, que tu es vers les personnes qui ont les résultats. Il n'y a pas de raison, ça va marcher. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.